Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire très spécifique aujourd'hui. On va parler du SEO sur une plateforme particulière qui est AEM. Et également, on parlera des implémentations qui combinent AEM et Adobe Commerce Cloud. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'AEM, d'Adobe Experience Manager. Et il faut qu'on commence par une courte présentation de ce CMS. Donc aujourd'hui, Adobe Experience Manager, c'est un des produits phares d'Adobe. C'est ce qui ressemble le plus à un Content Management System, donc un CMS, un outil donc, de gestion du contenu. Mais c'est quelque chose qui est finalement assez différent dans son périmètre fonctionnel par rapport à des WordPress, des Drupal, des Sitecore, des Sitefinity, ce qu'on appelle régulièrement un CMS. C'est un produit très puissant, qui est souvent très puissant et aussi très flexible, qui est souvent acheté par des grands comptes, car hélas, le coût de la licence est un peu une limitation. Ça fait d'AEM un produit qui est réservé à une classe de clients qui peut se permettre de payer une licence pour un CMS plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. En France, on ne compte qu'environ 600 sites qui utilisent ce CMS. Et alors, 600 sites, ça ne veut pas dire 600 entreprises. Souvent, les types de comptes qui utilisent AEM construisent parfois 10 sites, 20 sites, 30 sites, par exemple tous les sites pays sur lesquels ils sont présents, à l'aide de ce CMS. Donc 600 sites, ça représente à peu près 300 entreprises aujourd'hui en France qui utilisent cet outil-là. Alors AEM, c'est une suite logicielle en fait. Sous l'appellation AEM, aujourd'hui, on retrouve plusieurs outils dont Adobe a fait l'acquisition et qu'ils ont renommés sous cette appellation. Alors à l'origine, le CMS proprement dit, c'est une acquisition d'Adobe en 2010. Et ça n'est autre que CQ5 de Day. Donc l'éditeur Day a été racheté par Adobe. Et donc, nous avons donc maintenant un produit qui a été renommé par Adobe, AEM, Adobe Experience Manager. Alors au début, le produit a changé simplement de nom. L'interface est restée sur les versions CQ6, par exemple, très très proche du CMS de Day. Aujourd'hui, on a quelque chose qui a quand même assez évolué, mais on retrouve à peu près toujours la même philosophie, la même structure entre le back-office et le front-office. Alors, le AEM s'inclut dans une suite logicielle extrêmement riche, qu'on appelle Adobe Experience Cloud maintenant, dans lequel vous avez Adobe Experience Manager, Adobe Commerce dont on parlera aussi, puisque Adobe Commerce, c'est Magento, encore un produit racheté par Adobe. Mais dans la suite, on a également les outils qui permettent de mesurer l'audience et de gérer également tout ce qui est tracking. Il y a également tous les outils qui permettent véritablement de travailler sur les campagnes et de piloter ce qui se passe autour de la Customer Journey. Et on a également les interfaces avec tous les outils disponibles chez Adobe sur le marketing workflow. Alors, dans AEM proprement dit, on a également en fait une offre qui comprend 3 outils. Donc, ce qu'ils appellent AEM Sites, qui est le CMS proprement dit, AEM Assets, qui est une solution de type DAM. Donc, les DAM, c'est les Digital Assets Managers. C'est des outils qui servent à gérer tout ce qui est images, vidéos, PDF, tout ce qui ne ressemble pas en fait à une page HTML et qui peut être mis en ligne. Donc, le DAM est encore un produit qui a été racheté par Adobe et qui aujourd'hui
totalement intégrable avec le CMS AEM Sites. Et ensuite, on a également un outil très puissant qui s'appelle AEM Forms, une solution de gestion documentaire qui permet de gérer donc un workflow donc de documents avec tout le circuit de validation sur un site AEM. Donc, ça permet d'étendre les possibilités du CMS lorsque, effectivement, pour les besoins internes d'une entreprise, on a besoin d'un outil permettant de gérer des workflows un peu complexes. Alors, du coup, c'est quoi les cas d'utilisation pour AEM? Alors, en général, les gens choisissent AEM parce qu'ils ont des besoins pour gérer des galaxies de sites internationaux, des galaxies de sites nationaux aussi. Donc là, imaginez une entreprise qui a beaucoup d'activités, ça peut l'intéresser d'avoir donc un seul système lui permettant de gérer toutes les déclinaisons de leur contenu sur différents sites. Et d'une manière générale, dès qu'on a affaire à des entreprises qui doivent gérer des flux de publications complexes, bah, c'est assez fréquent qu'ils pensent à AEM à cause de la possibilité véritablement de gérer des flux de validation, donc avec une très très grande précision, une très très forte granularité des droits et des possibilités qu'on peut donner aux différents utilisateurs. Alors, quels sont les plus de la plateforme? Alors, c'est clairement la facilité avec laquelle on peut gérer des sites multilingues et internationaux. Hein, donc, c'est vraiment fait pour ça. Alors, on verra tout à l'heure que c'est aussi ce qui pose parfois des problèmes pour le SEO, parce que si on a bien créé la bonne architecture avec la bonne hiérarchie pour ce genre de site, on va pouvoir utiliser toute la puissance de l'outil. Si par contre, on n'a pas été prescient, si on n'a pas été capable de deviner donc, la bonne structure, eh bien, à la fin, on peut avoir des problèmes dans la gestion quotidienne des sites, mais aussi pour le SEO. On en a parlé, c'est évidemment la possibilité de gérer des flux de documentaires complexes avec des validations multiples, la possibilité également de personnaliser l'interface. Il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables sur AEM, donc ça, c'est un grand atout. C'est également la conception modulaire des pages. En fait, on a un système qui s'appelle les fragments. Ils sont des fragments d'expérience utilisateur qui permettent de regrouper donc, des composants pour créer des blocs qu'on peut assembler pour fabriquer des pages du site. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas coder peut facilement créer des templates avec AEM et à réagencer l'UX sans forcément faire appel à des développeurs. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Récemment, on a vu des implémentations de plus en plus fréquentes d'AEM avec des plateformes e-commerce. Alors, avant le rachat de Magento par Adobe, et donc la création de la suite Adobe Commerce, en fait, la combinaison qui était la plus fréquente, c'était d'associer AEM avec une plateforme e-commerce qui s'appelle Ibris. Alors, c'est toujours possible. Hein, donc, c'est juste qu'aujourd'hui, Ibris vit sa vie dans l'écosystème SAP. C'est devenu SAP Commerce Cloud. Et donc, si vous voulez un écosystème cohérent, aujourd'hui, la solution que propose Adobe, c'est plutôt l'intégration d'Adobe Commerce avec AEM. Et donc, c'est l'architecture qui est la plus logique aujourd'hui. Donc, on est passé donc d'implémentation avec Ibris à des implémentations avec Magento, alias Adobe Commerce aujourd'hui. Alors, par contre, il y a des moins côté SEO, alors qui ne sont pas dus donc à des problèmes intrinsèques à la plateforme. Hein. C'est vraiment des problèmes dus à l'implémentation et dus donc à certaines caractéristiques de la plateforme qui peuvent induire des problématiques spécifiques pour le SEO avec cette plateforme. Alors du coup, l'idée de ce webinaire, c'est de vous expliquer un peu
évidemment, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Et on va donc parler des idiosyncrasies d'AEM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est donc en fait une idiosyncrasie, c'est un comportement de quelqu'un qui permet de prédire un petit peu comment il va réagir par rapport à certaines situations. Donc, c'est quelque chose qui est propre en fait à AEM. Alors, on va partir déjà d'une des qualités d'AEM, qui est la possibilité de vous permettre toutes les fantaisies en matière d'architecture de votre site, puisque avec AEM, on peut gérer des pages de manière totalement indépendante les unes des autres, ou au contraire, avoir une structure très hiérarchisée, dans lequel les pages qui sont filles dans l'arborescence héritent de toutes les propriétés de leurs parents. Là aussi, par exemple, si on prend le cas des implémentations internationales, donc on peut aussi avoir des gestions dans lesquelles on a une structure maître qui définit quel est le contenu pour un pays et qui se décline avec des traductions. Et on peut avoir systématiquement les mêmes structures, les mêmes pages dans des langues différentes, dans des pays différents. Mais on peut aussi créer des structures dans lesquelles chaque site est totalement différent, ou des structures dans lesquelles une partie seulement des pages est traduite et l'autre partie n'existe que dans un seul site. Alors ça, cette flexibilité, c'est merveilleux. L'inconvénient, c'est que ça peut créer de la complexité lorsqu'on veut mettre à jour le site. Donc là, il faut vraiment se poser des questions quand on développe l'architecture d'un site AEM. Notamment, si c'est un site international par exemple, sera-t-il facile avec mon architecture de bâtir des balises hreflang pour les contenus dans plusieurs versions linguistiques? Donc ça, c'est quelque chose qui peut devenir problématique si vous n'avez pas dans votre base de contenu un lien qui permet de relier des pages qui sont des traductions les unes aux autres. Si vous avez oublié de créer ces liens, ça va être un cauchemar. Donc, est-ce que je ne vais pas me retrouver avec des URL ou des balises dans la mauvaise langue? Alors ça, c'est les problèmes de hiérarchie. Lorsque vous avez des caractéristiques liées aux langues qui sont héritées automatiquement de la langue de la page parente, eh bien, on peut se retrouver avec ce genre de gag. C'est-à-dire que, en fait, même si la page est dans une autre langue, eh bien, certains blocs vont hériter des propriétés de la page parente qui est dans une langue différente et se retrouver avec des balises qui ne sont pas traduites. Donc, est-ce que les propriétés dont je vais hériter dans certaines pages sont pertinentes pour le SEO? Alors ça, c'est le cas typique qu'on voit sur les sites AEM, où par exemple, quelqu'un a créé un bloc pour la page d'accueil, qui définit le header, et dans le header, on a mis la balise H1 autour du logo. Et ce bloc, en fait, il est reproduit parce que c'est le header dans toutes les pages, et dans toutes les pages, le H1, c'est le logo. Ben voilà, donc ça, c'est un problème auquel il faut penser. Dans mon architecture de page et mes architectures de site, je dois faire attention à ce que je puisse avoir les bonnes différenciations entre types de pages pour ne pas avoir à chaque fois cet inconvénient d'hériter de propriétés qui n'ont pas de sens sur les pages enfants, des pages parents. Alors, l'autre problème que l'on a, qui est inhérent aux possibilités d'AEM, c'est de permettre à la personnalisation du back-office. Alors, le problème, ce n'est pas tellement la personnalisation au sens paramétrage permettant de personnaliser le back-office. C'est qu'on a souvent, en fait, sur les sites AEM, le réflexe de se dire « Ah, je ne comprends pas bien comment je vais réussir à faire ce que je veux faire. Et donc, du coup, je vais demander à mes développeurs de changer le back-office pour qu'il ait un comportement spécifique que j'attends de lui. Donc, ça, c'est un cas qui donne du travail parce que c'est du Java en plus. Donc, ça fait le bonheur des ESN et des CS2I
parce que ça leur donne la possibilité de facturer des composants sur mesure. Et donc, c'est pas rare de voir des composants correspondant à des développements spécifiques qui recréent en moins compatible une fonctionnalité qui, en réalité, était disponible dans la version native d'AEM. On peut aussi avoir des modifications du back-office qui créent des rigidités inutiles et dommageables. Donc là, en fait, dans les premières versions d'AEM, si je remonte à CQ5, on avait parfois effectivement des gens qui n'arrivaient pas à faire exactement le workflow désiré avec l'outil de paramétrage des flux, avec la liste de contrôle d'accès qui était disponible à l'époque dans CQ5. Aujourd'hui, c'est devenu tellement flexible que c'est donc en général pas utile de devoir modifier ça. Par contre, si on s'amuse à le faire, ça peut créer des rigidités qui vont rendre le workflow ensuite difficile à faire évoluer, alors que si on avait utilisé la fonction d'AEM, ça serait resté totalement possible. Et donc, le problème aussi, c'est la dette technique avec des composants personnalisés qui ne sont pas toujours très bien écrits et qui créent une dette technique qui empêche de faire évoluer facilement les différentes versions d'AEM. Donc, notre conseil là-dessus, c'est l'acronyme KISS, hein, c'est Keep it simple, stupid. Cherchez à gérer ça de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en personnalisant la plateforme avec les outils de personnalisation disponibles sur la plateforme, mais surtout, évitez de tomber dans un travers qui est de vouloir modifier la plateforme AEM. OK, c'est possible. OK, on peut écrire des applets facilement pour modifier des choses, mais le site aujourd'hui, enfin, le CMS a fortement évolué. Il y a peu de chances que vous ayez véritablement besoin de ces modifications. Apprenez à vous servir correctement de l'outil et probablement, vous allez vous apercevoir que ce que vous pensiez difficile à faire ou impossible à faire est en réalité possible. Donc, ne réinventez pas la roue, apprenez plutôt à trouver où sont les roues et comment s'en servir. Alors ensuite, aujourd'hui, on a deux types d'implémentation fréquentes d'AEM. On a une implémentation à la mode qui est l'implémentation headless. Donc, ça veut dire en fait qu'on se sert d'AEM comme un back-office essentiellement. Et côté front, les pages web sont fabriquées avec un développement spécifique. C'est comme toutes les implémentations headless, c'est quelque chose qui est en théorie 100% compatible SEO. Alors en pratique, c'est toujours 100% compatible SEO, mais à condition que l'implémentation soit bien faite. Le problème, en fait, c'est que on est tellement habitué maintenant à voir des pages front gérées par des CMS sur lesquelles 90% des besoins SEO sont déjà couverts et en fait, c'est juste un problème de paramétrage, que là, cette fois-ci, on peut être amené à oublier des détails importants parce que cette fois-ci, il faut vraiment tout recréer, ce qu'on trouve habituellement sur le front-end, sur les pages front, qui sont faites avec un outil comme WordPress, Drupal, Sitecore, Sitefinity, j'en passe les meilleurs. Donc le risque, c'est que les développeurs, lorsqu'ils font le front, en fait, oublient de créer les fonctionnalités que vous avez d'habitude disponibles pour le SEO. Et donc, en headless, il n'y a pas de raison de vous opposer à la création d'une architecture headless. Mais par contre, ça va vous demander, si vous êtes un spécialiste SEO, une vigilance accrue pour éviter d'hériter à la fin d'une plateforme qui, même si en théorie elle pouvait être 100% compatible, ne serait pas à la fin. Alors, il y a quand même des composants front qui sont toujours disponibles sur AEM, et ils sont donc très puissants, donc ça peut être évidemment intéressant de les utiliser. Donc aujourd'hui, la majorité des sites qui utilisent AEM utilisent ces composants front comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'amusent en fait à fabriquer des pages en jouant en Lego avec les composants. Mais pensez à personnaliser vos composants pour avoir des versions des composants qui s'adaptent aux différents types de pages. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est un site fait avec AEM que vous n'avez pas à différencier une page d'accueil, une page vitrine, une page d'article,
une page de formulaire, une page de FAQ. Donc, tout ça, ce sont des templates différents. Alors, je ne parle même pas des cas des sites e-commerce sur lesquels, évidemment, il faut définir les pages marques qui sont différentes, des pages vitrines qui sont différentes, des pages listing qui sont légèrement différentes, des pages listing filtrées et des pages produits. Donc, tout ça, évidemment, demande à ce qu'on pense en amont les composants dont on va avoir besoin et de fabriquer des fragments qui vont être personnalisés en fonction de leur réutilisation possible dans tel ou tel type de page. Donc, le code généré par les modules, par les composants, doit être différent suivant les types de pages. Hein, donc, alors, on a aussi un travers qu'on observe souvent qu'il faut chercher à éviter, c'est que la conception modulaire entraîne souvent un problème de proportion de contenu unique sur les pages qui est assez faible sur le site AEM par rapport à tous les contenus qui sont repris et qu'on retrouve sur pratiquement toutes les pages du site. Donc voilà, donc, sachez que c'est toujours une bonne pratique d'éviter de noyer le contenu unique des pages dans un contenu qui est répliqué donc systématiquement. C'est quelque chose qui pose effectivement des problèmes aussi pour le SEO, mais c'est aussi quelque chose qui parfois nuit même à la lisibilité et à la compréhension de le contenu. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, on l'a évoqué au début, les gens choisissent donc d'utiliser ce CMS, c'est ces grandes possibilités de personnalisation des pages. C'est un jeu d'enfant de créer des pages dont l'apparence et dont le contenu vont changer en fonction du profil de l'utilisateur. Donc là, ça peut aller très loin. On peut faire du ciblage one-to-one avec ça. Par contre, là, si vous utilisez ces fonctionnalités de manière intensive, gare au problème de SEO. Il faut se demander quelle version personnalisée sera vue par Googlebot. Et en général, eh bien, ce n'est pas prévu. Et du coup, ça pose problème. Donc, n'oubliez pas, si vous faites de la personnalisation, et c'est le cas de la plupart des sites AEM, hein, n'oubliez pas de prévoir une version par défaut pour les bots des moteurs de recherche. Et je rappelle aussi que quand on personnalise les pages, ça pose des problèmes pour la mise en cache. Si vous avez autant de versions différentes que de visiteurs, ça veut dire qu'effectivement, vous pourrez avoir des problèmes pour arriver à mettre en cache l'intégralité de toutes ces variantes. Ça crée énormément de pages différentes possibles et donc il va falloir penser aussi cette logique de version par défaut non personnalisée pour qu'on puisse au moins avoir une partie des contenus qui soit accessible sans personnalisation et cette partie-là pouvant être parfaitement mise en cache. Donc là, si j'ai des questions tout à l'heure, je pourrais rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait ça. Il y a plusieurs solutions. Mais c'est un élément très, très important auquel il faut réfléchir dès la construction du site. Alors, après ce petit point sur les idiosyncrasies d'AEM, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on optimise les sites AEM pour le SEO. Alors, l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui avec la version récente d'AEM, c'est les optimisations qu'on va faire par lot. Alors, il est fréquent qu'on fabrique des sites AEM qui ont beaucoup de pages. Ça, c'est dû au pédigré des clients qui implémentent ça et c'est dû également aux typologies de sites qui utilisent AEM. En fait, si c'est pour faire un site corporate de 10 pages, les gens ne penseront pas forcément au site AEM. Si c'est par contre pour faire un site qui va mettre en ligne des dizaines de milliers de pages, là, on va peut-être commencer à penser à des outils un petit peu plus adaptés. Et c'est ça qui constitue le gros des sites AEM. Donc, la question après, c'est comment est-ce que je fais pour optimiser en bloc, en lot, des milliers de pages sur des choses comme le contenu du title, de la métadescription, des balises SEO comme les canonical, etc.
Alors, jusqu'à une époque récente, on pouvait utiliser un module qui s'appelait Bulk Editor, qui était assez magique pour faire ça, qui aujourd'hui n'est plus maintenu. Donc, par contre, sachez que ça marche encore si vous avez des versions récentes d'AEM et qui n'ont pas été modifiées. Donc, voilà, il faut le tester, hein. Je ne suis pas en mesure de vous dire si vraiment 100% des fonctionnalités de Bulk Editor sont compatibles. Mais ça veut dire que en fait, la tendance aujourd'hui, ça sera quand même de faire des développements spécifiques. Alors là, cette fois-ci, c'est obligatoire pour arriver à faire ce genre d'optimisation de base. Sinon, eh bien, on est obligé de faire des optimisations, donc soit par contribution, donc ça veut dire je rentre les pages à la main, je rentre les optimisations à la main dans chaque page, ou alors d'utiliser des règles, donc là ça demande effectivement la personnalisation des blocs, ou alors donc d'utiliser les possibilités d'héritage de propriété. Bon, alors l'exercice a ses limites, et donc là par contre, si vous avez besoin de travailler sur des sites qui contiennent énormément de pages de contenu, réfléchissez donc à la manière dont ça va être possible avec AEM, parce que vous allez peut-être découvrir que le coût de possession de l'outil va être bien plus élevé en raison du travail que cet outil va demander, avec l'absence de solutions permettant d'importer de manière massive des optimisations. Alors après, il y a quelques spécificités. Donc, vous avez par exemple un outil, un module qui s'appelle ACS AEM Common Sitemap Generator, qui permet de gérer des fichiers sitemap XML. Alors, c'est encore un outil qui sera plus présent pour les futures versions, qui a aussi l'inconvénient de ne pas être capable de créer tous les types d'URL que vous pouvez imaginer. Donc là, ça fonctionne avec un AEM non modifié. Mais aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser en fait la génération d'un sitemap XML à partir d'une applet qui utilise Sling d'Apache. Donc c'est ce qu'on voit sur la plupart des gros outils de type CMS aujourd'hui, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à AEM. Ça permet de pouvoir avoir une très grande flexibilité. Donc c'est flexible, c'est élégant, ça marche bien, et on peut aussi améliorer les performances de ça, parce que c'est très facile de générer par exemple un fichier cron qui va envoyer une instruction lançant la génération du fichier XML quand on veut. Donc par exemple, si le fichier XML est très très gros parce qu'il y a beaucoup de pages, eh bien ça permettra de lancer ça lorsque le serveur n'est pas stressé. Donc si vous voulez savoir comment on fait, vous avez la documentation de Sling et puis un tutoriel qui est sur le site Experience League d'Adobe, sur lequel vous avez toutes les pages support pour AEM. Alors après, dans les tips, on peut parler aussi du robots.txt, qui est parfois un sujet d'étonnement pour les SEO qui tombent dessus pour la première fois. Souvent, on se dit, le robots.txt, c'est facile, il faut qu'il soit à la racine, donc j'upload un fichier à la racine de mon site. Oui, mais alors avec le fonctionnement habituel d'AEM, il est rare qu'on pourra placer réellement, physiquement, le fichier robots.txt à la racine du site, à l'adresse domaine.com/robots.txt. Alors, ce n'est pas très grave, ça veut dire qu'il va falloir le mettre dans un autre endroit. Et cette URL-là, il faut juste la réécrire. Donc, peu importe que le fichier soit physiquement pas exactement à la racine, tant que le bot du moteur de recherche croit qu'il est à la racine parce que son URL le place à la racine, tout va bien. Donc là, c'est un faux problème. Donc, on met le robots.txt où on peut, donc où on veut. Alors, parfois, ce ne sera pas la racine, ce sera à l'endroit où se place l'ensemble des contenus gérés par le back-office AEM. Et bien derrière, vous avez, avec la possibilité avec une réécriture, de le placer virtuellement à la racine et le tour est joué. Alors, il y a un outil pour gérer les robots.txt qui s'appelle ACS AEM Commons. Franchement, je ne lui trouve aucune valeur ajoutée. Donc, si vous avez envie de gérer votre robots comme un fichier texte, y compris avec le back-office, vous avez le droit. Ça ne va
pas changer grand-chose d'utiliser le module ad hoc. Ça va peut-être même vous faire perdre en flexibilité. Alors, on a aussi une petite spécificité, c'est comment gérer les URL et les redirections dans AEM. Là-dessus, en fait, c'est à la fois très flexible et du coup, ça peut créer un petit peu de complexité. Donc, pour les redirections en masse, il y a un outil qui s'appelle Redirect Manager, donc un module que vous trouverez encore dans ACS AEM Commons. Donc, ça permet de créer des règles de redirection donc pour donc des patterns d'URL particuliers. Le problème, c'est que du coup, c'est assez facile de générer donc, des réécritures d'URL aussi avec l'outil. Et donc là, ce que je vous conseille de lire, c'est l'aide donc spécifique sur AEM concernant la gestion des URL pour le SEO. Parce que ce qu'il va falloir faire donc absolument, c'est essayer d'éviter la génération d'URL de piqué et donc travailler sur la problématique des doublons entre les URL techniques et les URL réécrites. Si c'est les URL réécrites que vous affichez sur votre site, débrouillez-vous pour que les URL techniques, la version brute de l'URL, ne soient pas crawlables par les moteurs, et ça veut dire donc ne pas la montrer nulle part sur le site. Il faut empêcher la découverte de cette syntaxe par les moteurs. Et derrière, évidemment, bloquer la syntaxe donc brute dans le robots.txt par un DISAO. Alors, si vous vous lancez dans la création d'un site AEM, eh bien, on a quelques conseils à vous donner. Donc déjà, c'est choisir bien son intégrateur. Le problème que l'on rencontre en général, en fait, ce qui explique pourquoi est-ce que certaines implémentations d'AEM ne sont pas forcément satisfaisantes, c'est des problèmes d'implémentation. Lorsque l'outil est implémenté selon sa logique interne, lorsque l'outil est utilisé en suivant la façon dont il a été pensé, on arrive à la fin à avoir quelque chose de performant et qui va tout à fait donc remplir son office et typiquement sans créer de problème pour le SEO. Il faut respecter l'architecture et la philosophie générale de l'outil. Donc AEM, ce n'est pas WordPress. Si vous commencez à vouloir tordre sa logique, vous allez vous créer des problèmes. Le principe là-dessus, c'est que il faut vraiment sélectionner, trier sur le volet les gens qui vont s'occuper de l'intégration ou s'occuper de l'implémentation. Ils doivent connaître à fond l'outil AEM et savoir en fait comment faire toutes les choses que vous aurez besoin de faire en utilisant les possibilités internes out of the box d'AEM. Voilà. Le risque, si vous utilisez des intégrateurs qui sont juste des développeurs Java et qui n'ont pas une grosse expérience de ce genre d'outils, c'est qu'ils se lancent dans des développements spécifiques dans tous les sens et qu'ils créent à la fin quelque chose qui va être moins performant, beaucoup plus rigide, difficile à faire évoluer, beaucoup plus coûteux que ce que vous auriez eu avec d'autres intégrateurs. Donc, le choix de l'intégrateur, le choix de l'ESN, le SS2I ou des développeurs qui vont travailler sur l'outil est absolument essentiel. Alors, autre conseil, on a dit tout à l'heure que l'une des possibilités offertes par AEM, c'était de pouvoir gérer de manière très, très fine les droits sur les workflows. Bon. Après, le travers qu'on voit généralement, c'est que donc ceux qui ont le droit de modifier les contenus, c'est des gens qui, par exemple, gèrent le catalogue, donc des gens qui s'occupent du merchandising, c'est des gens qui gèrent la partie rédaction. Mais il peut arriver en fait que le workflow ne prévoit pas la possibilité pour les gens qui, en bout de course, vont gérer les optimisations SEO, de faire les modifications nécessaires. Donc ça, c'est indispensable de bien laisser les droits aux gens qui vont s'occuper du SEO pour faire toutes les modifs nécessaires sur les pages. Et ça veut dire donc des droits assez étendus finalement. Ça, c'est hyper important. Et pensez à gérer la notion de surcharge, c'est-à-dire que si vous avez donc une règle
qui définit, par exemple, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la balise title sur le front. Donc peut-être que cette règle va être utile et va donner des bons résultats dans 90% des cas. Et peut-être que vous aurez envie de changer le title pour une version optimisée dans 10% des cas. Et bien pour ça, il faut avoir un champ dans le back-office qui permette, si on saisit quelque chose à l'intérieur, de prendre le dessus et remplacer le title qui est défini par la règle. C'est ce qu'on appelle un phénomène de surcharge. Et donc, cette notion de surcharge doit être pensée dès le départ, de manière à pouvoir faire ce que vous voulez au niveau de l'optimisation et de faire les optimisations en logique de loi de Pareto, c'est-à-dire que je ne vais optimiser que les 10% des pages sur lesquelles ça vaut le coup. Et évidemment, dernier gros conseil, qui n'est pas toujours suivi, c'est avant de vous lancer dans l'utilisation d'une plateforme d'AEM, formez vraiment vos équipes à son utilisation. Donc, il faut faire l'effort. La prise en main d'AEM donne une fausse impression de simplicité. C'est sa qualité, mais c'est aussi son défaut. Derrière, c'est un outil très puissant, très flexible. Et le risque, c'est de structurer en fait le site dès le départ sans avoir compris les conséquences que ça aura plus tard. Donc, comme il est difficile de revenir sur les choix que vous aurez fait au début, c'est indispensable de bien avoir eu l'explication sur comment est-ce qu'on implémente correctement une architecture de site AEM au départ. Et voilà, et ça apprend aussi à utiliser la logique de la plateforme, de suivre ce pourquoi elle a été conçue dès le départ. Alors, si vous voulez faire un site e-commerce avec AEM, c'est donc possible en utilisant un autre produit de l'écosystème qui est Adobe Commerce Cloud. Alors, Adobe Commerce Cloud, ce n'est autre que Magento, qui est une plateforme e-commerce qui avait déjà beaucoup évolué ces dernières années avant d'être acheté par AEM et qui aujourd'hui est proposé pour rentrer dans les architectures AEM. Donc là, le principe de l'implémentation, ça suit un peu l'architecture que vous avez sous les yeux. Donc Adobe Commerce sert à gérer le catalogue de produits. Il sert également de PCM, de Product Content Manager, de gestionnaire d'informations sur les produits pour ajouter les images, les descriptifs produits qui ne sont pas forcément dans le PIM, par exemple. La différence par rapport à Magento classique, c'est que en réalité, il n'y a pas du tout de front Magento qui est utilisé. Le CMS AEM appelle via des requêtes GraphQL le catalogue de Magento pour récupérer les informations lui permettant de créer des pages produits, des pages listing ou des pages vitrines. Donc ça fonctionne comme ça. Donc ça passe par un CDN qui est Fastly. Donc Fastly, c'est un outil de CDN qui est à base de Varnish. Mais à l'intérieur, vous n'avez pas de page HTML. Hein. C'est vraiment des requêtes GraphQL qui sont mises en cache. Et ça sert derrière à fabriquer des bouts de pages à partir de modules AEM. Derrière, ça vous permet de construire la page finale qui est elle-même placée dans un CDN. Donc tout ça, c'est quand même une belle usine à gaz, surtout qu'ici, on a des composants comme AEM qui sont des composants d'environnement Java. Et là, on a une solution qui est plutôt issue de l'univers Linux, Apache, MySQL, PHP. Donc, on est dans une phase dans laquelle l'intégration de la solution Magento dans le grand tout Adobe est un peu dans une situation intermédiaire. On est au milieu du gué, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus c'est intégré. Mais aujourd'hui, on est quand même encore dans une phase dans laquelle c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc, c'est quelque chose qui est assez hétérogène, ça crée des rigidités. Voilà, ça, c'est un des inconvénients de la solution actuelle. Par contre, côté SEO, ça ne pose pas forcément de problème. Hein.
Ça demande plus de travail que pour un Magento isolé, puisque donc, là, on ne peut pas s'appuyer sur la partie front d'un Magento. Il va falloir reconstruire toute la logique des pages e-commerce à partir donc, des possibilités d'AEM. On a également des points d'attention sur les performances web, puisque là, vu la complexité de la plateforme, il peut y avoir des lenteurs qui apparaissent à n'importe quel endroit de l'architecture pour un simple problème de config. Ça, c'est la difficulté de l'usine à gaz auquel on est confronté. Là aussi, pour arriver à intégrer donc, tous les composants, l'une des solutions qui est souvent utilisée, c'est d'utiliser des frameworks JavaScript pour intégrer les différents éléments de la page dans le navigateur de l'internaute, c'est-à-dire de faire du CSR. Alors ça, le problème de ça, je l'ai souvent dit lors de nos précédents webinars et donc dans les précédents articles, c'est que le tout CSR pose des problèmes encore aujourd'hui, malgré tout, pour les bots des moteurs de recherche, moins pour Googlebot que pour d'autres types de moteurs, mais même pour Googlebot, parce que quand vous demandez donc à un bot de rendre une page dont le code HTML est fabriqué dans le navigateur de l'internaute, ça lui demande 20 fois plus de ressources que dans un cas dans lequel le code HTML est généré par le serveur web et renvoyé au complet dans le navigateur de l'internaute. Donc ça, c'est la limite de l'exercice. Donc attention à la tentation de faire du CSR, donc de générer du HTML dans le navigateur de l'internaute pour arriver à la meilleure intégration possible. Donc, on arrive à la conclusion. On peut dire quand même que c'est des outils assez incroyables. Donc, qu'on prenne AEM indépendamment ou AEM plus la plateforme Adobe Commerce Cloud, on a affaire à quelque chose de très puissant, très flexible, et qui, si on y apporte l'attention nécessaire, est potentiellement parfaitement compatible avec un bon SEO. Alors, on a vu qu'en même temps, il y a vraiment des cas dans lesquels, fréquemment, on retrouve des implémentations qui posent problème. Donc, le problème, c'est que cette puissance cache une réelle complexité. Donc, si on n'y prend pas garde, on peut très bien générer aussi des plateformes qui montrent des problèmes de performance web, des plateformes qui posent des problèmes de rigidité, des problèmes qui posent des problèmes de SEO. Donc là, je vous conseille une grande vigilance si vous êtes en train de travailler sur une migration vers un site AEM à tous ces sujets-là. En tout cas, bon, nous, on a une expérience, un track record assez violent sur les intégrations autour d'AEM. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, à faire appel à nous si vous êtes dans ce cas-là. Voilà, merci à tous. Et maintenant, on va éventuellement répondre aux questions. Alors, exemple de personnalisation de page. Oui, alors en fait, imaginez que vous soyez un site de banque et que vous vouliez proposer des actualités en fonction du profil de votre utilisateur. Donc, vous allez pouvoir éventuellement renvoyer des informations boursières à quelqu'un qui a un portefeuille en bourse dans ses services. Donc, ça peut être également l'idée de pousser des produits financiers spécifiques en fonction de leur profil. Donc, ça peut être typiquement de proposer des assurances adaptées à des gens pour lesquels vous savez qu'ils sont propriétaires de leur logement parce que vous avez déjà un crédit là-dessus. Donc là, en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire à partir du moment où on est capable d'avoir des informations sur le profil utilisateur, sur ses habitudes d'achat, sur son âge, son sexe, ses CSP, on peut entièrement derrière décider d'afficher ou non tel ou tel bloc, tel ou tel composant. Ça permet effectivement là-dessus d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus efficace. Alors, est-ce qu'il faut que l'utilisateur soit connecté à son compte obligatoirement? Non.
Ça passe par un cookie, alors un cookie first party, hein, donc ce n'est pas un truc qui disparaîtra parce que à terme, on ne pourra plus utiliser de cookie tiers. Là, c'est un cookie qui est, enfin, qui est implanté par le site lui-même, donc on peut continuer à faire ça dans les années qui viennent. Ça peut être ça. Donc, on peut, par exemple, faire des suggestions de produits sur un site e-commerce en fonction des produits qui ont été consultés par cette personne avant, même si on ne sait pas exactement qui elle est, et même si on ne sait pas exactement donc si c'est déjà un client. Donc, si la personne n'est pas connectée, ça marche aussi. C'est clair qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus puissantes si la personne est connectée. Là, si on prend le cas des sites de banque, par exemple, les cas les plus spectaculaires de personnalisation que j'ai vus, c'était des cas dans lesquels on exploitait l'information que la banque avait sur le client quand il était connecté. Mais on peut faire aussi des choses assez violentes sans que la personne soit connectée, avec de l'information qui est stockée dans le cookie sur ses parcours précédents, par exemple. Alors, donc là, après, j'ai Morgane qui me demande si c'est possible d'optimiser un cas où, en fait, à chaque mise à jour d'image sur une langue, il faut faire ensuite, il faut copier la logique sur les autres langues. Alors ça, c'est dû effectivement à la hiérarchie des pages. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser cela? Alors, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen simple d'optimiser cela? Ça dépend de la façon dont votre site a été pensé en termes d'architecture de contenu, de hiérarchie de contenu. Et ça, détricoter ce qui a été fait, c'est un peu le problème que l'on a avec AEM. C'est parfois très, très difficile à faire sans générer des effets de bord inattendus et parfois très agréables. Donc oui. Donc là, on est typiquement dans le genre de choses agaçantes qui auraient pu être évitées en pensant l'architecture correctement au début et qu'on doit supporter après tout le temps parce qu'une fois que c'est décidé comme ça, eh bien, on est obligé de faire des tas de manips à la main dont on pourrait se passer. Donc, c'est la logique. Alors, suivant la situation, une simple modification de l'architecture pourra être réalisée. Et là, on n'héritera plus de ce problème-là. Et dans d'autres cas, il faudra faire des tests sur un site de pré-prod pendant longtemps pour être sûr que la nouvelle architecture ne provoquera pas des problèmes inattendus. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Ce webinaire sera consacré à une autre plateforme qui est la plateforme SAP Commerce Cloud. Merci à tous et à bientôt.